Donc, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce café réponse. Donc, je me présente, Shirley Van Broek, je suis chargée de communication au sein du SPIPACA, donc, qui est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Et cette association est partagée entre tous les acteurs, donc que ce soit associations, collectivités, industriels, État ou représentants des salariés. Et notre rôle est de faciliter les échanges entre les uns et les autres et voilà, et d'offrir vraiment des espaces de dialogue. C'est donc dans ce cadre qu'on est ravis aujourd'hui de vous accueillir sur ce webinaire, qui est organisé donc dans le cadre du dispositif Réponse. Donc pour rappel, Réponse, c'est recueillir les attentes et préoccupations des habitants et usagers du territoire en termes de pollution de l'air, donc des 21 communes du Pontolet-Tandberg, afin d'y apporter des réponses concrètes. Donc pour ce faire, la réponse réunit de façon pérenne et régulière l'ensemble des acteurs, donc toujours associations, collectivités, États, industriels, salariés ou encore experts, qui sont à même d'engager collectivement des actions pour répondre aux préoccupations exprimées. Donc l'objectif de ces cafés-réponses que nous organisons comme aujourd'hui est de discuter plus précisément sur une réponse apportée par un des acteurs donc engagés dans la démarche. Donc, c'est un rendez-vous mensuel d'1 heure qui a lieu tous les derniers mardis du mois hors vacances scolaires et en visioconférence. Donc voilà, ces webinaires rassemblent aussi bien les acteurs que les citoyens. Et le sujet de ces cafés-réponses tourne de façon à vraiment faire parler chacun des acteurs qui viennent voilà, expliquer leur action et une action en particulier. Donc, merci encore de votre présence aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on revient sur une attente exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre, donc au travers d'événements publics ou au marché ou autres. Donc, cette attente était, peut-on réduire les émissions de composés organiques volatiles, donc COV? Et ce café réponse est donc dédié à l'action d'environnement industrie et plus particulièrement donc à la réduction des émissions de COV et via une réglementation renforcée sur la zone de Fos et Tandberg. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous, en tant qu'intervenant, donc Marc Bayard, qui est président de l'association Environnement Industrie, qui va notamment nous faire un rappel des polluants, dont les COV, de la réglementation locale avec l'arrêté préfectoral sur les COV, et bien sûr sur les actions qui ont été réalisées par les industriels et les résultats obtenus sur la réduction de ces émissions. Donc, juste pour rappel de la logistique, il y aura 20-30 minutes maximum de présentation donc, de Marc Bayard. Et ensuite, le reste, donc 30-40 minutes de questions-réponses. Donc, pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site, donc la plateforme dispositif-réponse.org. Si vous ne souhaitez pas y paraître, vous pouvez bien sûr couper votre caméra. Les questions sont à la fin, comme j'ai dit, donc il y a un moment de questions-réponses, mais vous pouvez quand même poser et écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure et on y reviendra à la fin. Donc vous pouvez intervenir aussi après à la fin et poser votre question en levant la main et je la prendrai dans l'ordre d'apparition. Vous pouvez aussi également couper vos micros, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait d'interférence. Et je laisse donc maintenant la parole à Marc Bayard sur donc le sujet de la réduction des émissions de composés organiques volatiles. Bien, merci Charlet pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, rapidement, je suis, comme l'a dit Charlet, président de l'association Environnement Industrie, qui est une association qui regroupe l'ensemble des industriels de PACA classés ICPE, enfin, une grande majorité d'entre eux du moins, et qui les accompagne donc sur les questions de réglementation, notamment environnementale et risques, et sur l'évolution de ces réglementations, hein, qui ne cessent d'évoluer, évidemment, en tirant profit donc des progrès technologiques et des attentes de la population. Voilà, alors sans plus tarder, peut-être je vais partager mon support de présentation. Vous allez me dire si ça fonctionne. Partager contenu. Alors, voilà, j'ai partagé mon écran. C'est bon, tu peux mettre, je pense, en mode diaporama. Voilà, je le mets en mode diaporama. Je veux pas. Si, ça y est. OK.
Bon, vous me dites si ça C'est fonctionne bon bien, si pour vous nous. m'entendez bien. Oui, Donc, tout est comme l'a bon. dit Shirley, je vais faire une présentation. Alors, pour ceux qui ont participé au temps 3 de réponse au studio de Provence au mois de mars, vous vous souviendrez que j'ai fait une rapide présentation donc, de la problématique COV et des résultats obtenus. Aujourd'hui, il s'agit de rentrer un petit peu plus dans les détails, sans pour autant vous noyer dans des considérations trop techniques. Ceci étant, si au cours de la présentation, vous avez des problèmes de compréhension ou autres, vous n'hésitez pas à poser des questions, sinon on se laissera suffisamment de temps pour échanger. Donc, comme l'a dit Shirley, donc je vais commencer par quelques rappels et définitions, et après on verra donc toutes les différentes étapes de la démarche. Donc, de quoi on parle? Les polluants donc qui sont émis par l'industrie dans l'atmosphère. Il y a quatre catégories principales. Donc, il y a tout ce qui est dioxyde de soufre, qui provient notamment de la combustion de combustibles fossiles, que ce soit le charbon, le fioul lourd, etc. Les oxydes d'azote, NOx, donc qui résultent de la combustion de ces hydrocarbures, et qui a une particularité, c'est que c'est un précurseur de l'ozone. L'ozone n'est pas produite directement par les industriels, mais se compose dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur et du rayonnement solaire quand il y a des oxydes d'azote et des COV. Les particules fines, donc les particules de poussière, donc plus ou moins fines, donc qui sont émises, c'est aussi là un résultat de la combustion, mais ça peut être aussi lors de la manipulation de différents produits pulvérulents, des minerais et autres. Et les fameux COV, donc composés organiques volatiles, c'est un petit peu tout le reste, hein. Donc, ça peut être des solvants, des vapeurs d'hydrocarbures, des substances chimiques plus ou moins volatiles, donc qui se retrouvent dans l'atmosphère. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces fameux COV. Mais avant ça, donc pour rappeler que effectivement on réduit, il y a des efforts qui sont faits, donc et des réglementations donc, qui poussent à réduire l'ensemble des émissions à l'atmosphère. Et les principales mesures, les actions qui permettent de réduire ces émissions, euh, pour simplifier, il y a trois grandes catégories. Changer de combustible, quand on passe, pardon, quand on change de combustible, donc quand on passe du charbon au fioul et puis après au gaz, on émet moins de poussière, on émet moins de SO2 parce qu'il y a moins de soufre dans le combustible utilisé, etc. Donc ça, c'est une action qui a été menée tout au long des dernières décennies. Aujourd'hui, la plupart des installations présentes ne consomment que du gaz, donc qui est malgré tout un combustible fossile, mais quand même beaucoup moins impactant, surtout rapport, que les autres. La chasse aux COV. Donc, les COV, c'est cette catégorie qui comprend tout ce qui peut s'évaporer finalement de façon plus ou moins maîtrisée. Et donc là, c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi est-ce que l'on s'attaque à ces COV? Et puis, il y a ce qu'on appelle toute autre solution spécifique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mesures particulières en fonction du type d'industrie pour réduire l'émission de tel ou tel polluant. Donc, par exemple, sur les NOx, si on produit beaucoup d'oxyde d'azote, on a des technologies spécifiques pour les maîtriser. Si on émet beaucoup de poussière, comme la sidérurgie par exemple, eh bien, on met en place des projets spécifiques pour filtrer les fumées par exemple et réduire donc les émissions de poussière de l'atmosphère. Voilà. Alors, les COV. Donc, pourquoi agir sur les COV? D'abord, dans notre région, hein, le projet Réponse s'est centré sur le territoire de l'arrondissement d'Istres, donc le territoire Fos-Étang-de-Berre, qui a une forte concentration d'industrie, comme chacun le sait.
Et donc, il faut prendre en compte la densité de ces industries et donc tout polluant qui peut être émis, bah, ça s'additionne parce que quand il y a une usine, ça peut être maîtrisé, mais quand on les additionne, bah, les polluants s'additionnent. Et donc les COV en particulier. Ce sont des substances qui peuvent être particulièrement préoccupantes du point de vue sanitaire, puisqu'on retrouve des substances chimiques ou des composés d'hydrocarbures qui peuvent avoir des caractéristiques CMR, c'est-à-dire qui peuvent être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, donc préoccupants du point de vue sanitaire. Alors, ils ne sont pas émis forcément en très grande quantité, mais du fait de leur impact sanitaire, il n'y a pas forcément besoin d'une grande concentration pour que la nuisance soit observée. Voilà. Et il s'agit donc, compte tenu de ces caractéristiques, d'aller plus loin que la réglementation nationale. Et donc en 2018, un arrêté préfectoral complémentaire donc, a été émis par la préfecture, donc sur recommandation de la DREAL, hein, puisque c'est la DREAL qui élabore les réglementations. Et c'est ce qu'on a nommé APC-COV, donc arrêté préfectoral complémentaire sur l'émission des COV. Alors les COV, donc, pour sortir un petit peu du terme fourre-tout, on a trois catégories. Les COV fugitives ou fugitifs, puisque on dit un composé, donc ce serait normalement un COV fugitif. Fugitif, comme son nom l'indique, ça résulte des fuites. Alors les fuites, plutôt des micro-fuites, puisque s'il y a une fuite importante de produits, elle sera facilement détectée, détectable, et une intervention de réparation sera faite. La problématique dans nos installations, notamment en pétrochimie, c'est qu'il y a énormément de sources de microfuites. Ce qu'on appelle microfuite, c'est un joint entre deux briques, par exemple, de tuyauterie, qui au départ est très bien serré, mais qui peut avec le temps, l'usage, les vibrations, etc., engendrer des fuites qui sont à peine perceptibles. Il faut une instrumentation spécifique pour les détecter. On verra ça tout à l'heure. Les COV diffus, donc comme son nom l'indique, là aussi c'est diffus parce que c'est le résultat d'évaporations diverses. Alors ça peut être des réservoirs de stockage, ça peut être des écoulements dans les caniveaux, donc parce qu'on réalise des purges et avant d'atteindre le but final, un bassin de décantation ou un autre réservoir, donc ça passe par les caniveaux et donc il y a de l'évaporation. Et ça peut être aussi les bassins de décantation qui reçoivent donc des eaux chargées en hydrocarbures ou autres produits pour être décantés, pour être traités. Et donc les produits légers qui surnagent peuvent s'évaporer. Et donc l'évaporation, ça génère ces fameux COV. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les émissions accidentelles ou intermittentes. Alors bon, s'il y a une fuite importante ou quelque chose d'accidentel, mais ce qui peut être le plus fréquent sur les sites de pétrochimie, c'est des émissions vers les torches. Alors les torches, c'est fait pour brûler justement. Quand on brûle, les gaz qui arrivent sur le nez de torche, c'est un moindre mal puisqu'on convertit l'ensemble des hydrocarbures en vapeur d'eau et en CO2. Mais il y a toujours des imbrûlés. Et donc ces imbrûlés, ça peut être des COV. Et donc lorsqu'il y a des émissions à la torche, et notamment lorsqu'elles sont fumeuses, c'est-à-dire que lorsque la combustion est incomplète, on a des COV. Donc voilà pour les différentes catégories. Alors si on rentre un petit peu, alors c'est peut-être pas très lisible pour le détail, mais c'est pour vous montrer. Donc l'APC-COV qui a été émis par la préfecture en 2018 avait pour objectif de renforcer les mesures réglementaires déjà en vigueur, hein. On n'a pas démarré en 2018, mais il y a eu la volonté d'aller plus loin, notamment d'aller plus loin que la réglementation nationale pour les raisons que je vous ai précisées juste avant. Et donc, un ensemble d'exigences dans cet arrêté complémentaire qui est très complet. Alors, à commencer par l'exigence de caractériser l'ensemble des sources. Donc, l'industriel doit identifier l'ensemble des sources, hein, qu'elles soient fugitives, qu'elles soient diffuses, s'il a plusieurs bassins de décantation. Donc, quels sont
les éléments finalement de son site qui peuvent générer ces émissions. Ensuite, quantifier. Donc, tout n'est pas facilement mesurable, hein, puisqu'on ne peut pas mettre un débitmètre pour mesurer précisément, mais il y a des techniques, il y a des évaluations. Et là, l'objectif, c'était d'arriver à quantifier, donc après avoir identifié toutes les sources, mettre en place un dispositif, une surveillance qui permet de quantifier tout ce qui peut être émis. Et quand on mesure, après, on peut réduire et on peut voir les résultats. Donc, c'est une fois qu'on a mesuré, qu'on voit l'ampleur des dégâts, que on peut aussi prioriser et savoir où agir le mieux. Alors, une fois que ces deux étapes initiales sont faites, eh bien, il faut limiter. Alors, pour limiter, tout n'est pas immédiat. Et vous voyez dans le tableau le terme ETE, ET, en fait, ça veut dire étude technico-économique, c'est-à-dire que c'est un principe qui est demandé par l'administration. L'industriel doit proposer, à travers une étude, des solutions techniques et on fait l'évaluation technique et économique de l'efficacité de ces solutions pour décider et d'aller plus avant, de la mettre en place ou de l'adapter, donc pour justement agir sur ces émissions. Après, il faut continuer à surveiller, parce que la quantification des émissions à la source, c'est une chose, mais la surveillance de l'environnement en est une autre, puisque sur l'environnement, on voit le résultat. Et donc là, il y a tout un ensemble de dispositifs et un travail très important qui a été fait sur plusieurs années en collaboration avec Atmosud, parce que quand on surveille la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire, c'est pas un seul industriel qui peut le faire, et donc c'est fait au travers d'Atmosud, donc qui met en place les capteurs et qui mesure. Et donc il y a tout un programme des campagnes de mesures qui ont été faites pour décider des endroits, des lieux, des localisations les plus à même de bien représenter ce qui se passe et de façon à pouvoir surveiller donc l'évolution de la qualité de l'air. Et puis chaque industriel doit soumettre à l'administration un bilan annuel de toutes ses actions et éventuellement des résultats qu'il a pu obtenir. Voilà. Alors, une illustration donc des choses qui ont été faites. Donc, au niveau des émissions fugitives, c'est-à-dire les fuites, bah, c'est tout simplement un renforcement de la surveillance. Donc, il y avait déjà des choses en place, mais la surveillance a été augmentée. C'est-à-dire que la première chose, c'est de dire on va surveiller plus de points. Alors, les points, vous avez quelques illustrations là dans les photos, hein. Ça peut être des raccords, des joints de bride, comme je disais tout à l'heure, les joints de corps de vanne, les garnitures de presse-étoupe des vannes. Après, on n'a pas forcément l'illustration, mais au niveau des pompes aussi, on a des éléments donc, de garniture qui peuvent occasionner des fuites. Et donc, on va avec des appareils très, très sophistiqués aller aspirer finalement l'atmosphère à proximité du joint ou de l'organe qui est surveillé pour mesurer justement s'il y a ou pas une microfuite. Parce que la microfuite, on ne peut pas la voir à l'œil nu, on ne peut pas l'entendre, on ne peut même pas la sentir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément d'odeur non plus, donc c'est pas aussi simple. Donc, il faut vraiment un appareil pour le faire. Et donc, en augmentant, enfin, ce qui a été fait au cours de ces 5 dernières années, c'était l'exigence de cet arrêté préfectoral, c'est d'augmenter, de demander à l'industriel d'augmenter le nombre de points, donc en fonction de l'implantation de ces équipements. Et globalement, on a fait l'inventaire sur l'ensemble des sites. On a augmenté d'environ 25% le nombre de points surveillés. Et aujourd'hui, on est à plus, alors c'est difficile de chiffrer, hein, mais on est à plus de 1 million de points qui sont répertoriés. C'est-à-dire que chaque industriel a une liste des points qui sont surveillés. Et quand on dit qu'un point est surveillé, alors c'est pas plusieurs fois par an, mais il y a des campagnes qui sont faites
et on revient sur ces points pour voir s'il y a une évolution, pour voir s'il y a une dégradation. Et alors, on a défini aussi un seuil de déclenchement pour réparation, c'est-à-dire une micro-fuite. On va commencer à la réparer quand elle devient préoccupante, hein. Donc, il y a ces différents niveaux. On ne peut pas intervenir si la fuite est quasiment imperceptible. Donc, mais le seuil de déclenchement de la réparation imposé par la réglementation a été lui-même abaissé. Voilà. Et ensuite, on a aussi mis l'accent sur les substances dites prioritaires, donc les CMR prioritaires. Et donc, toutes les installations, les tuyauteries qui véhiculent ces produits-là ont été mis dans la liste des points à surveiller en priorité. Donc voilà pour les émissions fugitives. Pour les émissions diffuses, donc là aussi une illustration de ce qui peut être fait. Donc au niveau des réservoirs de stockage, donc vous avez quelques schémas en bas à gauche. Donc il y a un réservoir de stockage, vous pouvez croire a priori que c'est quelque chose de bien étanche, mais non, parce qu'il y a des puits de jauge, il faut pouvoir aller mesurer, mettre de l'appareillage pour mesurer la hauteur, l'évolution de la hauteur. Il y a des équipements pour pouvoir pomper, il faut pour que le bac puisse respirer, etc. Donc au niveau de tous ces orifices, finalement, là aussi, des technologies qui permettent d'améliorer l'étanchéité et d'éviter donc l'évaporation et la diffusion donc, de ces vapeurs dans l'atmosphère. L'image de droite vous montre ce qui a pu être fait, ce qui est en train d'être généralisé sur les bassins de décantation qui étaient à l'air libre. Donc quand on laisse un bassin de décantation à l'air libre, on a les produits qui surnagent, c'est les produits légers, plus légers que l'eau, hein, donc de l'huile. Donc les huiles d'hydrocarbures ou des produits chimiques, il y a rarement des produits plus lourds que l'eau. Et donc, comme ils sont en contact direct avec l'atmosphère, avec l'effet du soleil, de la chaleur, etc., bah, ça s'évapore et donc ce sont des COV diffus. Et donc, on ne peut pas mettre un toit complètement étanche, mais on a cette technologie de mettre des coupelles flottantes qui s'organisent, qui s'arrangent automatiquement et qui permettent de recouvrir et donc de limiter grandement. Donc, les chiffres, c'est de l'ordre de 90-95%, donc l'évaporation de ces bassins de décantation. Donc voilà pour les COV diffus. Oui, bah, d'autres exemples, hein. Il y a plein de. Après, c'est des applications qui sont plus ou moins particulières. Donc, à gauche, vous avez un bac qui est blanc. Alors, peindre en blanc, ça permet de renvoyer la chaleur du soleil, donc ça permet de maintenir une température plus tempérée à l'intérieur du bac, donc ça limite aussi l'évaporation. Et puis à l'intérieur de ces bacs, on met des écrans flottants, alors on ne les voit pas forcément, puisqu'ils sont à l'intérieur, mais ça permet aussi, donc quand le bac monte et descend, d'éviter d'avoir trop de vapeur qui passe dans la partie supérieure et qui se retrouve donc à l'air libre à un moment donné. Voilà, donc il y a des joints qui sont mis en place, il y a un certain nombre de techniques. Et après, il y a l'image de droite, ça illustre une installation mobile. C'est juste pour illustrer et commenter le fait que lorsqu'on fait des opérations de nettoyage, c'est-à-dire on ouvre un réservoir à l'air libre, il y a toujours des produits résiduels. Et donc là, ça fait aussi de l'évaporation, ça génère des COV. Et donc là aussi, avant de les mettre complètement à l'air libre, on effectue des travaux en boucle fermée avec une installation mobile qui permet donc de récupérer l'ensemble des hydrocarbures ou des solvants, enfin des produits qui sont contenus de façon à ce qu'à l'ouverture, il y ait le minimum d'émissions vers l'atmosphère. Voilà. Et le troisième point, donc, c'est les émissions accidentelles ou intermittentes, donc essentiellement à la torche. Donc, parce que les torches sont quand même récurrentes, hein, donc il y a eu d'autres webinaires sur les torches, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des torches qui sont liées à des incidents opérationnels. Et il y a des torches qui sont liées à des opérations programmées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer à un moment donné, d'émettre à la torche. En essayant donc justement de faire en sorte que le débit soit pas trop élevé pour que la torche brûle complètement. Donc c'est là qu'on émet le moins de polluants à l'atmosphère. Et puis on a des technologies de données de torche qui permettent
d'améliorer le brûlage, d'améliorer la combustion. Et donc, il y a des mesures particulières qui sont aussi prévues avec l'identification, la quantification, des tests de nouveaux équipements. Donc, il y a des progrès qui sont réalisés, je dirais pas en continu, mais presque, hein, d'année en année, donc sur ces équipements pour limiter les émissions. Dans certains cas, même, des industriels ont pu limiter très fortement, voire éliminer le recours à la torche pour certaines opérations récurrentes, en les programmant différemment, en faisant quelques investissements. Voilà, alors maintenant on va passer aux résultats. Je suis presque dans les temps, hein, Shirley. Oui, plus que Voilà, 3 minutes. donc les résultats. Alors, les résultats, d'une part, c'est ce qui est mis, comme je disais tout à l'heure, il y a des méthodes rigoureuses pour évaluer, parce qu'on ne peut pas tout mesurer avec des débitmètres, hein, c'est pas comme un flux qui passe dans un tuyau, mais il y a des méthodes normalisées pour chaque équipement, etc. Donc, c'est quelque chose qui est normé, qui est très suivi par l'administration. Et les déclarations annuelles sont obligatoires donc, dans un outil qui s'appelle GREP et qui nous a permis de tirer les enseignements suivants, c'est-à-dire depuis. Alors, il y avait déjà des progrès continus avant, mais ça a continué. Alors, une fois qu'on a progressé, ça devient asymptotique, hein. Donc, si on ne met pas des mesures supplémentaires et autres, euh, logiquement, la valeur de 2016-2017, s'il n'y avait pas eu la PCCOV, elle serait restée plate. Alors que là, on a continué à baisser. Donc ça, c'est vraiment l'effet de la démarche et de la dynamique mise en place par Réponse pour aller plus loin. Et donc, les valeurs qui sont données ici montrent qu'il y a à peu près 1000 tonnes an d'émissions de CO2 qui ont été évitées, ce qui fait un taux de réduction sur les 5 années d'environ 25%, 24%. Et là, il s'agit donc des sites qui sont surveillés, qui sont les plus gros émetteurs. Et ne me demandez pas, et si on ajoutait les plus petits émetteurs, on a quelques chiffres. Les plus petits émetteurs, on ne les verrait même pas, c'est l'épaisseur du trait, hein. Donc là, on est vraiment sur les gros sites industriels et c'est eux qui font le gros des émissions, évidemment. Voilà, alors juste pour terminer, je vais quand même mettre en perspective, il y a un organisme qui s'appelle le CITEPA au niveau national qui fait un rapport quasiment tous les ans sur tout ce qui est émis à l'atmosphère. Et concernant les COV, vous voyez ce magnifique graphe qui part de 1990 à nos jours. Alors les dernières valeurs accessibles étaient de 2022, qui montre qu'il y a un effort national sur l'ensemble de ces émissions et dans tous les domaines, hein. On est sur l'industrie, on est sur l'agriculture, on est sur les transports. Voilà, donc il y a quand même un effort national là-dessus et qu'on voit que depuis 1990, globalement, ça a été divisé par trois. L'industrie qui est en bleu, bleu clair et bleu foncé, bleu clair pour l'énergie et bleu foncé. Alors, l'énergie aujourd'hui, c'est quasiment zéro parce que c'est les centrales nucléaires, hein, donc ils n'émettent pas aucune substance à l'atmosphère, à part de la vapeur d'eau. Et en bleu foncé, donc c'est l'industrie dite manufacturière. Et donc, on voit que les progrès ont été constants. Alors, évidemment, là tout à l'heure, on a montré, j'ai fait le focus sur la zone Fos-Étendebert où on a des chiffres beaucoup plus précis, et on voit que globalement, donc, il y a des efforts qui sont faits. Et un petit mot sur les transports, parce que quand même, c'est notable aussi, et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, mais les véhicules dans leur ensemble ont fait énormément de progrès, donc sur la qualité des carburants, sur les équipements de pots catalytiques et autres, qui tous contribuent à, malgré l'augmentation de la circulation et du nombre de véhicules, à réduire les émissions à l'atmosphère. Voilà, donc avant de passer aux questions et aux échanges, je voulais quand même vous dire que il y a un deuxième volet qui va être important, puisque je disais qu'il y a toute une surveillance
qui est réalisée par Atmosud, donc qui a été mise en place avec le concours des industriels pour identifier les meilleures localisations et qui nous permet aussi de réviser l'étude Scénarii qui avait été publiée en 2017. Donc ce sera l'étude Scénarii 2 et Atmosud prévoit d'ici la fin de l'année d'en faire la publication et qui nous permettra, parce que ça englobe cette étude, ça englobe donc l'impact de toutes les substances émises, les COV en faisant partie, et ça nous donnera un complément et une image concrète et quantifiée de l'état de la qualité de l'air donc aujourd'hui. Voilà. Eh ben, écoutez, Merci maintenant, beaucoup, je suis à Marc. peu près dans les temps, donc Oui, je vais arrêter le merci beaucoup, partage et Marc. puis on pourra échanger. Alors, juste pour info, par rapport à ce que tu disais donc sur l'étude Scénarii 2, il y aura un café-réponse qui sera organisé justement sur ce sujet-là en fin d'année. On va passer donc au moment d'échange. On a une bonne demi-heure devant nous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat ou directement à les poser. Vous avez un petit icône lever la main. Vous pouvez voilà, lever la main et après prendre la parole. On fera dans l'ordre d'apparition. Il y a des premières questions. Ou alors, alors, j'ai moi levé la main. Tac, tac, tac. Alors, Monsieur Colombe, je vous laisse prendre la parole. Juste allumer votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Super. Bonjour à Merci. toutes et bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement parce que je ne connais pas la moitié des gens qui sont présents. Donc moi, je suis médecin généraliste à la retraite. J'ai adhéré en 2007 à une association qui est l'association Santé Environnement France, qui elle-même a intégré en 2010 France Nature Environnement PACA. Et là, il y a Grégoire Atichian qui est de France Nature Environnement 13. Voilà. Alors, la qualité de l'air, on travaille avec Atmosud, c'est un serpent de mer, c'est quelque chose qui est présent dans tous les débats. Évidemment, l'air a une fonction publique, on le respire en permanence. Donc, y a pas de... J'ai vu tous les efforts qui ont été faits sur le plan industriel et que M. Bayard vient de nous présenter. Quand on voit qu'en un an, on a réduit d'environ 1000 tonnes les émissions de COV, est-ce qu'il en est de même des particules fines? Et est-ce qu'il y aura un point bas qu'on ne pourra jamais franchir? Parce que si on fait un raisonnement par l'absurde, on se dit avec un calcul mathématique qu'un jour ou l'autre, on obtiendra zéro. Ce qui paraît quand même difficile. Alors, bah, je vais Merci. tenter, Oui. je vais tenter une réponse. Qu'en est-il des particules fines? Là aussi, bon, alors ce serait un autre webinaire, on va dire. Mais là aussi, il y a des choses qui ont été faites. Alors, les particules fines, elles sont plus ou moins fines. On parle aussi des ultra fines aujourd'hui, qu'on a découvert depuis une dizaine d'années parce qu'avant, on ne savait pas les mesurer, tout simplement, hein. Plus on sait mesurer, plus on découvre des choses. Donc, c'est le progrès. Et donc, oui, sur les particules en général, il y a pas mal de progrès qui ont été faits. Est-ce qu'un jour on va atteindre zéro? En pur scientifique, je vais dire non, puisque le zéro n'existe pas. Mais l'objectif, c'est de tendre vers zéro, bien sûr. Alors, en termes de l'ensemble des émissions, si vous voulez, on est aujourd'hui au tournant de l'industrie. Donc le changement climatique nous poussant à abandonner l'ensemble des combustibles fossiles et les remplacer par quoi? Alors par quoi? Par les énergies renouvelables, par des énergies non émettrices en CO2, comme le nucléaire. On ne va pas ouvrir le débat, oui, mais ça émet peut-être autre chose où il y a d'autres inconvénients. Mais au niveau de l'atmosphère, donc le résultat est là, moins de CO2 et pas de polluants qui les accompagnent. Donc le jour où on va électrifier, et les projets sont en cours partout sur les sites. Alors ils sont en cours au moins au niveau d'études, hein, je ne dis pas que tout est réalisé demain, mais ça va s'accompagner de baisses conséquentes encore sur l'ensemble des polluants. Donc aujourd'hui, le SO2, le soufre, il est quasiment à zéro, puisque les combustibles utilisés ne contiennent plus de soufre.
Par contre, il y a quand même de la production de poussière, de NOx, de précurseurs d'ozone, etc. Et quand tout ça sera électrifié, si un jour on s'électrifie à 100%, ah bah, on va tomber quasiment à zéro. Mais alors quand je dis quasiment, c'est pas complètement, parce qu'il restera toujours peut-être à la marge des choses. Mais donc voilà, donc on peut être optimiste Très bien. sur ce fait-là. Il se trouve que le changement climatique pousse à changer de type d'énergie. Et de toute façon, Hmm. moi, quand j'ai commencé à travailler il y a plus de 40 ans maintenant, on disait de toute façon, le pétrole, il n'y en a plus pour longtemps, donc on va passer à autre chose. Bon, ça a quand même duré un certain temps, Oui, oui. mais on y arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste, Monsieur Collant, pour information, dans le chat, je vous ai mis un lien vers le replay du Café Réponse qui avait eu lieu sur la surveillance des particules fines, si cela vous intéresse. Et aussi, vous pouvez consulter le panorama du territoire sur les particules fines Oui, pas de souci. par atmosphère. Voilà, Merci. de rien. On va passer à la deuxième question. Lorraine? Oui, merci Marc. Moi, j'avais une question sur la surveillance des microfuites, parce que tu disais effectivement qu'on pouvait ni les entendre, ni les sentir, etc. Et du coup, je me demandais, il y a tellement de points où il peut y avoir des microfuites, en fait, comment est-ce que ça s'organise la surveillance? Est-ce que c'est des appareils qui sont là et qui mesurent tout le temps? Est-ce que c'est une personne qui passe en boucle sur les installations? Alors, c'est une personne qui passe sur les installations par campagne. Donc, Ok. suivant les suites, suivant les sites, suivant l'importance de risque de fuite, c'est des campagnes annuelles ou bisannuelles. Quand on a sur un site comme Petroinos 300 000 points à surveiller, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ah Et oui, je me doute bien. il faut effectivement passer point par point. C'est-à-dire quand on a une bride, hein, c'est circulaire, il faut que l'appareil, on le passe. Donc ça va pas, on n'en traite pas 36 à la minute, hein. Et donc ça prend du temps. Alors, est-ce que tous les points à risque sont surveillés? Quasiment. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des priorités. Donc, partout où on véhicule des produits CMR, ça fait partie des réseaux critiques. Et donc, à ce moment-là, la moindre bride, le moindre point de jonction ou autre sera dans la liste des points à surveiller. Alors, ce n'est pas forcément vrai pour tous les autres, mais à partir d'un certain diamètre, hein, sur les petites tuyauteries, les risques de fuite sont moindres, non seulement parce que le débit est plus faible, mais c'est surtout parce que c'est plus facile à serrer, c'est plus facile à contrôler. Et là où il peut y avoir plus de déformations avec les variations de température, avec les vibrations et autres, c'est quand les brides sont plus grosses. Donc l'industriel va faire une priorisation en fonction du risque connu de fuite. On est très Merci. pragmatique hein, là-dessus. Merci Marc. On va prendre la prochaine question. Valérie, je vous laisse prendre la parole. Bonjour, merci Marc pour cette présentation. J'avais plusieurs questions, une sur aussi les microfuites. Alors, j'ai pas bien compris sur le seuil de déclenchement en fait de la réparation de la fuite. Donc il y a des seuils, ça j'ai bien compris. Mais est-ce que ça veut dire qu'en en dessous on a quand même repéré la fuite, mais on décide qu'il n'y a pas d'intervention et on attend d'avoir atteint ce seuil? Enfin, comment ça se passe en fait? Comment ça se gère? Donc ça c'est ma première C'est question. Peut-être on va faire une. Alors, Oui. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on définit un seuil. Donc, l'appareil de mesure va donner un chiffre, donc qui, en fonction du diamètre, etc., enfin, il y a des corrélations qui sont faites. On évalue la quantité de produits qui part l'atmosphère. Et en dessous d'un certain seuil, le zéro n'existant pas, hein, effectivement, on ne va pas intervenir de suite. Parce que les interventions, il ne s'agit pas simplement de prendre une clé de resserrer, hein. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en général, quand il y a une fuite, c'est le joint a commencé à s'endommager, puisqu'une fuite va continuer à éroder le joint. Donc, quand on le détecte, c'est déjà trop tard. Et ça risque de s'aggraver. Alors pourquoi ne pas le Euh, changer tout de suite
Et de toute façon, ça va continuer à se détériorer? Alors, parce que justement, on ne peut pas intervenir sur tout, c'est quelque chose de. Alors, en plus, alors, je continue, parce que l'intervention est compliquée parfois. Il faut arrêter l'installation, changer de joint. D'accord. Donc, le simple fait d'arrêter l'installation, ça peut être un gros problème, et ça peut générer d'autres risques. Donc, on ne va pas, pour réparer quelque chose qui est infinitésimal, prendre des risques importants. Voilà. Lorsque la fuite est plus importante, on va la repérer, on va continuer à la surveiller et dès la première occasion, on planifie une réparation. Alors on va commencer à réparer en resserrant ce qu'on peut resserrer, mais la réparation finale, souvent, doit être faite lors d'un arrêt de l'installation. Alors si c'est une branche qu'on peut isoler du reste sans pénaliser la production parce que c'est un bypass ou je ne sais quoi, on peut le faire rapidement. Dans d'autres cas, c'est pas forcément possible de le faire rapidement. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai eu le cas où une fuite importante avait été constatée et l'intervention était très compliquée. On a été arrêté 15 jours sur une installation essentielle pour la production, mais ça a été nécessaire de le faire parce que à ce niveau-là, c'était un gros risque de laisser cette fuite. Donc là aussi, on est très pragmatique sur la façon d'intervenir. D'accord. Et du coup, pour rester toujours sur ce sujet, les personnes qui interviennent et les opérateurs qui interviennent sur ces fuites, qui les surveillent, elles sont, je suppose, protégées des inhalations? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce sont des techniciens spécialisés. On fait appel à des sociétés spécialisées dans cette surveillance. Ça s'est mis en place il y a, on va dire, une bonne vingtaine d'années. On a pratiquement été les précurseurs en France, mais on n'était pas les précurseurs dans le monde parce qu'en fait, on a importé la technologie des États-Unis. Et il y a une ou deux sociétés de surveillance qui se sont créées. Alors, j'ai pas trop suivi ces dernières années, mais c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui font que ça. Mais en collaboration avec l'industriel qui, lui, a la base de données et échange donc sur les données de son installation avec ce prestataire. D'accord. Et juste une dernière question, après je rends la parole. Qui est-ce qui contrôle le GREP? Puisque j'ai bien compris qu'en fait, les données, c'était des industriels qui les fournissaient sur leurs émissions. Et du coup, est-ce que, enfin, donc au GREP, si j'ai bien compris, mais qui est-ce qui est derrière le GREP en fait? Et qui est-ce qui contrôle que ce qui a été, les éléments Alors, qui ont été fournis par les industriels sont vrais? Ouais, non, bah, c'est une très bonne question et c'est une question récurrente hein, qui est liée aussi à l'autosurveillance. À partir du moment où c'est l'industriel qui met les données où il se surveille lui-même, ça veut dire qu'il fait n'importe quoi. Bon, c'est un raccourci. Mais il est audité régulièrement. Alors effectivement, euh, euh, il n'y a pas une surveillance ou une vérification exhaustive point par point. Mais quand un audit est fait par l'Adréal sur un site, s'il constate que des données sont erronées ou quelque chose a été oublié, alors des fois, donc, s'il y a une observation qui est faite par l'Adréal, voire quelque chose qui n'est pas dans le respect de la réglementation et qui met le doigt dessus, c'est pas forcément la volonté de mal faire de l'industriel, c'est que c'est tellement complexe, ça peut être un oubli ou une mauvaise interprétation de ce qu'il y avait à faire. Donc, ces audits permettent aussi d'ajuster. Donc, tout ça pour dire, l'industriel, il est dans le respect des procédures de l'application des normes et des mesures pour instruire GREP, donc justement, et indiquer les valeurs. Voilà. Donc, il est audité, c'est du sondage, ce n'est pas une vérification exhaustive, parce que ce serait pas possible. Ouais, il faudrait une armée d'inspecteurs et qui soient formés, qui en sachent autant que l'industriel.
Donc on compte effectivement aussi sur la responsabilisation et la responsabilité et la loyauté des industriels pour faire ces reportings. Ok, Et merci. c'est pour ça que à la fin, ce qui compte, c'est ce qu'on mesure dans la qualité de l'air. Donc je pense que le complément de ça, ça va être ce que nous indiquera Scénarii. Voilà, donc c'est important. Et moi, ce que je dis d'ailleurs, je le dis aux industriels, si on constate une amélioration, ça veut dire que oui, ben, on voit bien les résultats de tout ce qui a été fait. Si on constate une détérioration, elle sera probablement pas générale, mais ce sera localisé. À ce moment-là, on ira essayer de comprendre d'où ça vient, qui en est responsable, quel produit. Et là, on saura exactement comment agir et on pourra corriger. Donc, de toute façon, c'est vertueux. Ok, merci. Merci Valérie, merci Marc. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 10 bonnes minutes devant nous. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors peut-être en attendant les questions, Marc, tu parlais des solutions techniques, donc avec des exemples. Est-ce qu'il y a encore d'autres exemples? Ou c'est vraiment le focus sur ces exemples-là, ou il y en a qui sont déjà en train de se mettre en place? Oui, bah, les exemples que j'ai donnés, c'est effectivement des solutions génériques qui sont appliquées un peu partout sur des équipements similaires. Après, chaque industriel, donc dans le dispositif réponse, met des fiches actions sur ce qu'il a réalisé. Et d'ailleurs, ça tombe très bien, c'est comme si c'était fait exprès, puisque enfin, tu vas publier la fiche, une fiche réponse, hein, sur les actions faites par Super. Petroineos pour la réduction des COV. Donc, Elle est qui déjà apporte justement. publiée. Elle est publiée, elle est déjà publiée. Exact. D'accord. Voilà. Donc chaque industriel peut, et on les encourage d'ailleurs à publier dans le dispositif réponse les actions particulières qu'ils ont mis en œuvre. Petroinos, par exemple, et c'est un site qui produit beaucoup de benzène pur. Alors il y a du benzène en faible concentration dans divers produits, dans les hydrocarbures, hein, dans le pétrole brut, il y a du benzène. Et après, au cours des opérations de raffinage, il peut s'en générer. Mais on peut l'extraire aussi quand il est en concentration élevée. C'est ce que fait Petroineos. Et ils produisent du benzène pur. Donc, quand le benzène est pur, les risques d'émanation et d'évaporation lors des transferts, etc., sont beaucoup plus importants. Et ils ont mené ces dernières années donc, des actions particulières pour vraiment maîtriser ça. Et ils ont une surveillance là localisée sur le pourtour de leur site pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de benzène qui s'échappe de leur stockage ou des installations. Merci pour ces éléments complémentaires. Et est-ce que tu pourrais peut-être expliquer le niveau des surveillances des COV qui se fait peut-être ailleurs en France? Tu as des éléments sur ce sujet? Alors, il y a ce qu'on avait ici avant, c'est-à-dire un objectif fixé aux industriels de réduction à partir d'un point de départ. Alors, ça peut être les émissions en 1990, ça a souvent été un point focal de départ. Donc, pour les émissions de CO2, par exemple, c'est 90 l'année de référence. Euh, et l'administration disait, bon, ben voilà, compte tenu de l'état actuel des mesures, etc., vous émettez, on va dire 100. Vous avez 5 ans pour abaisser ces émissions de 10 ou de 20%. Et dans l'APC-COV, ce qui a été différent par rapport à ça, c'était plus une imposition de moyens que de résultats. Donc les résultats, on les constate, et ils sont supérieurs à ce qu'on aurait pu espérer finalement. Donc quand on impose des moyens, on dit qu'il faut surveiller plus de points de fuite,
et il faut réparer à des niveaux de seuil de fuite très bas. Voilà. Donc on impose à l'industriel de faire, plutôt que simplement lui dire réduisez de temps. Parce que si on dit réduisez de temps, et c'est ce qu'on a fait au départ, hein, on va regarder les points les plus évidents, les plus importants, donc des stockages pas très étanches ou des réservoirs à toit fixe non équipés de toits flottants pour limiter l'évaporation, etc. Donc, ces mesures-là ont peut-être permis au départ d'être sur les courbes de réduction attendues, mais aujourd'hui on va, avec cet APC, beaucoup plus loin, en imposant des moyens finalement. C'est une réglementation qui impose des moyens. Et c'est un côté assez vertueux finalement, hein. Merci Marc pour ces éléments complémentaires. Monsieur Collomb, je vous laisse reprendre la parole. Oui, merci. Petite question, est-ce qu'elle sera pertinente ou pas? J'en sais rien encore. Vous avez parlé tout à l'heure pour justement la réduction des émissions de COV, de l'électrification en cours de beaucoup de zones industrielles. Et notamment, il y aura à l'horizon 2035 en principe l'abandon des voitures thermiques pour les voitures électriques. Mais on sait, semble-t-il, que la construction des batteries pour les voitures électriques est elle-même source de COV. Est-ce qu'il y a déjà en place des moyens de limiter ces émissions de COV pour la fabrication de ces batteries? Alors, je ne connais pas le sujet de façon précise. Je vais vous répondre de façon un peu générale et laconique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne construit plus une usine comme on la construisait il y a 50 ans ou même il y a 20 ans. On connaît les problématiques. Et donc, à partir du moment où on impose, on connaît les problématiques et on impose des valeurs limites d'émissions par la réglementation, l'industriel doit mettre en place les solutions techniques pour les limiter. Aujourd'hui, les solutions techniques, elles existent surtout, hein, quasiment. Il suffit de se pencher sur la question et on trouve les moyens. Donc ce n'est qu'une question de volonté et de coût. Alors évidemment, si le coût est prohibitif, si en Chine on n'impose pas les mêmes valeurs et que l'usine coûte 2 fois moins cher, on va les faire en Chine plutôt que de la faire en Europe. Mais après, bon, on rentre dans d'autres considérations plus compliquées. Voilà, donc sur ce point-là précis, qu'est-ce qui est émis par une usine de fabrication de batteries en termes de COV? Je ne saurais pas vous dire et quelles solutions sont mises en œuvre. Moi, je suis optimiste et j'ai espoir et je suis assez persuadé qu'on on va pas construire une usine en autorisant des choses qui ne le sont pas pour les usines existantes, hein. Ouais, ça paraît logique. Et ça me paraît très logique. Merci. Monsieur Martineau, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, merci d'abord à Marc pour la présentation. Très rapidement, moi, je suis consultant technique dans le monde des banques. Je travaille dans le monde du service. Voilà, mais je suis particulièrement attaché à l'environnement et alors, le sujet, il est très orienté sur l'industrie et sur la réglementation des volatiles. Mais justement, en fait, par rapport à ça, j'ai une question. En fait, à l'époque du Covid, quand tout a été arrêté pendant un mois, est-ce que on a pu faire des mesures, j'imagine, on a dû faire pas mal de mesures pour comprendre en fait le temps d'absorption des substances par l'environnement? Est-ce qu'elles sont absorbées rapidement? Comment elles se détériorent ces substances? Est-ce qu'elles restent? Est-ce qu'elles se cumulent? J'aimerais comprendre un peu mieux cette partie-là. Merci. Alors, c'est des choses qu'on connaît, mais qui étaient connues avant le Covid. Donc, le Covid a permis de voir et de mesurer directement l'impact, sachant que ce qui s'est arrêté le plus spontanément, c'est tout le transport, hein.
qui a eu un effet assez considérable sur la qualité de l'air. Alors, il y a des études qui ont été faites. Alors, je ne sais plus, avec Atmosud, on avait fait quelques présentations après pour dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a réagi, qu'est-ce qu'on a vu comme conséquences. Alors, toute l'industrie ne s'est pas arrêtée, hein. Le transport s'est arrêté, hein, on ne pouvait plus utiliser sa voiture, mais beaucoup d'industriels ont pu continuer. Donc, il y a eu des baisses de production, bien sûr, mais ça ne s'est pas complètement arrêté. Alors maintenant, sur la question de comment tout cela est absorbé par l'environnement, les substances volatiles, comme son nom l'indique, elles s'évaporent et elles se détruisent, mais elles ne se détruisent pas forcément tout de suite. Certaines se transforment et elles se transforment en créant des particules, justement, et des particules fines. C'est-à-dire que les particules fines, ce n'est pas forcément celles qui sont émises directement par l'industriel à la sortie d'une cheminée. Elles peuvent se fabriquer et on les retrouve aussi dans l'agriculture, hein. Donc, je veux dire, il y a différentes modes de production et c'est les différents composés organiques qui peuvent s'agglomérer et puis créer des particules avant d'être dégradés, donc sous l'effet du soleil ou autre, et de se disperser dans l'atmosphère. Voilà, donc tout ça, effectivement, ça se disperse, mais c'est aussi le problème du CO2. Le CO2, je crois, de mémoire, quand on émet du CO2 sur le pourtour de l'étang de Berre, dans la journée, il est dans le nord de la France, et dans les 24 heures ou les 48 heures, il a fait le tour de la Terre. Donc ça se disperse très très vite avec les vents et avec la rotation de la Terre. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais effectivement, quand on arrête les activités, la pollution s'arrête, hein. Ça, la démonstration a été faite pendant le Covid. Je comprends que même les particules fines finissent par être détériorées par le soleil et à terme, la vie reprend. Oui, oui, oui. Mm. Alors après, il y a certaines particules qui sont dangereuses pour la stratosphère, hein. Donc, certains composés qui étaient utilisés encore dans les années 80 qui ont été interdits et qui dégradaient la couche d'ozone stratosphérique qui n'a rien à voir avec l'ozone atmosphérique et qui est un bouclier par rapport au rayonnement solaire et qui était important de préserver. Et ça a été préservé, cette couche s'est reconstituée parce qu'on a arrêté justement et on a trouvé des substituts à ces substances qui étaient utilisées dans tous les systèmes de réfrigération, y compris les réfrigérateurs particuliers. Donc ça aussi, ça donne espoir sur les solutions, c'est-à-dire que on aurait pu dire à l'époque, bah, il ne faut plus faire de frigidaire, et on revient à l'âge de pierre ou à la glacière en pierre ou je ne sais quoi, où on trouve d'autres substituts, des produits qui sont pas dangereux pour l'environnement, de façon à pouvoir continuer à avoir un frigidaire à la maison. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ça, moi, ça me donne espoir dans les solutions. Merci Marc. Le webinaire touche à sa fin, il est 14h30. Si vous n'avez pas de dernières questions, je me permets juste de lire le commentaire de M. Collomb dans le chat. Donc, en parallèle des émissions industrielles, on ne sensibilise pas assez la population sur les émissions de l'air intérieur. Il devrait y avoir bientôt un web par Atmosud sur la photochimie de l'air. Donc, affaire à suivre. Donc, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Je vous ai mis dans le chat le lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser votre avis sur ce webinaire, car c'est toujours très utile pour nous d'avoir vos retours, et notamment si vous avez des propositions de sujets pour de prochains cafés-réponses, on regarde ça et on essaie en tout cas de les faire si possible. Donc, merci encore à tous. Je remercie aussi, bien sûr, Marc pour sa clarté, ton accessibilité et surtout tes réponses et tous ces exemples concrets que tu as apportés. Donc, voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Puis, on se retrouve pour un prochain café-réponse. Au revoir. Merci beaucoup. à tous pour votre accueil. Au revoir. Au revoir et merci.